Bonjour, j'en profite un petit peu pour faire une petite épingle pour recevoir Vania et annoter le sujet. Donc je prends une petite minute juste avant. Bonjour tout le monde, bienvenue. Son éveil. Hello. Et son livre. Bienvenue. Je note le sujet du live. Voilà, elle et moi. Bienvenue tout le monde. Voilà, je pense que c'est épinglé. Je ne sais pas si on m'entend. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous m'entendez. Salut. Est-ce que tu nous entends, Vanessa? Salut Cyril. Ok, Vania, je te vois super. Salut Sandra. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous nous entendez? Hello. Moi, j'entends pas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que tu m'entends, Vania? Oui, je t'entends. Super, bienvenue. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Tu penses bien, je suis très touchée. Super Cyril, on nous entend. Et vous entendez aussi Vania? Nickel. Hello, allez. Je suis très heureuse de te recevoir sur ce live, tu le sais déjà. Je suis surtout très touchée de partager ce moment avec toi, avec tout le monde. L'idée, c'est de venir un petit peu fédérer aussi une très belle énergie. Et je suis d'autant plus touchée de ta fidélité et de ta confiance professionnelle, mais pas que, surtout sur l'amitié et dans la vie. Donc, merci pour ça. Euh, on va passer un moment un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire habituellement. Puisque j'ai le luxe de te recevoir, je vais me délecter et on va se délecter de ta présence. On va faire une première partie où on va vivre avec toi donc, ton éveil. On va partager un petit peu tes sentiers battus, tes voyages Très battu. initiatiques, tous tes voyages initiatiques. Et puis en deuxième partie, on présentera ton livre, Elle et moi. Et on ira éplucher justement les passages qui, moi, m'ont beaucoup marqué, mais pas que, parce que tu as eu aussi pas mal de retours de personnes qui se sont retrouvées, qui se sont reconnues. Comment on enlève les commentaires sur la partie du bas, les amis, s'il vous plaît. Alors, c'est pas un commentaire, Julien, c'est l'épingle. C'est le sujet du live. Donc, Vania, son éveil, et puis la présentation de son livre. Mais sinon, on voit tous les commentaires. Je pense qu'on est bon. Mais avant tout ça, ah, je te vois plus. Voilà, je suis là. Ok, super. Avant tout ça, j'aimerais faire une intro, une petite improvision, comme ça, une intro sur l'hypersensibilité. Tu le sais, c'est hyper spontané, c'est au feeling. J'ai décidé ça ce matin. J'avais envie justement de vivre une expérience avec toi et pour qu'on comprenne un petit peu, qu'on se rapproche de toi au niveau de l'énergie et qu'on sache un petit peu la façon dont tu as ressenti ton parcours, la façon dont tu as posé tes mots dans ce livre aussi. Donc j'avais envie qu'on parle un petit peu d'hypersensibilité parce que c'est un sujet quand même qui est assez important puisqu'on va parler de ton éveil sur le plan sensoriel et aussi sur le plan émotionnel. Et donc je vais approfondir un tout petit peu. Donc on va être entre nous, à la fraîche, décontracté. Donc si vous avez envie de prendre votre petit pastaga ou votre petit verre de vin et des cacahuètes, c'est le moment. Et on va aller là où tout a commencé. Donc, on va faire un retour en enfance. L'idée, c'est de mettre un petit peu le projecteur sur toi à cette époque-là. Et tu fais partie de cette merveilleuse vague d'enfants hypersensibles. Moi aussi, tu le sais. Je pense que beaucoup d'entre nous dans ce live vont se reconnaître d'ailleurs. Et je précise, avant de parler d'hypersensibilité, je précise qu'une personne à l'autre ne ressent pas, ne gère pas et on ne traduit pas l'hypersensibilité de la même façon. Mais en quelques mots, beaucoup, mais en quelques mots, l'hypersensible est une personne qui est en quête de sens dès sa plus tendre enfance, qui est appelée régulièrement à l'éveil. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se voit embarqué dans ce chemin finalement. Il a un regard sur le monde qui est extraordinaire. D'ailleurs, il est extraordinaire. Il est sollicité par ses sens, il est toujours à l'affût des énergies environnantes. C'est ce qu'on appelle un haut potentiel en psychologie. Et il ne supporte pas qu'on lui impose des choses. D'ailleurs, c'est ce qui va être un petit peu compliqué parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est de justement pas faire comme tout le monde.
Il a envie de se laisser aller par sa créativité. Il est force de proposition sur la nouveauté. C'est un visionnaire, il est avant-gardiste. Il a envie de bouger les codes. Et quand on lui impose quelque chose, il ne se sent pas vraiment libre. Et c'est justement ce qui va être un petit peu difficile à gérer dans son émotionnel. C'est parce que c'est un petit peu frustrant pour lui de embriquer dans une case et il sent qu'il va devoir faire le caméléon. Et le fait de travestir un petit peu comme ça sa personnalité, c'est un petit peu vécu comme un enfermement. Alors moi, j'ai le souvenir que tu m'as dit, dans ton enfance, il y a deux choses qui sont assez marquées. C'est ce prof de français qui te fait faire des exercices de méditation pour t'aider à te relaxer quand tu as à peu près 15 ans, c'est ça, à l'adolescence? Oui, c'est ça, oui. Et ce japonais aussi, ce thérapeute, c'était un thérapeute, ce japonais, qui te fait faire des visualisations par peur, te canaliser parce que tu es quand même nerveuse. Donc, à ce moment-là, on sent qu'il y a quand même un condensé d'émotions. Et justement, tes expériences à cet âge-là, quand on t'impose quelque chose que tu choisis pas, qu'est-ce qui se passe quand tu es gamine, quand tu as du mal à exprimer ce que tu ressens en fait? Alors, en fait, bon, déjà, merci pour cette introduction. Et puis, effectivement, bah oui, tu sais que je te fais une totale confiance. Là, je fais un peu mon baptême de l'air, mon saut en parachute. Mais le faire avec toi, voilà, j'en suis ravie et je t'en remercie. Et en effet, quand on a un petit peu parlé, on n'a pas beaucoup parlé, hein, parce qu'on s'est dit qu'on allait faire comme on fait d'habitude, en fait, hein, quand on a l'habitude de se parler. Donc, on a décidé de faire pareil ce soir. Mais en effet, quand on a échangé deux, trois mots, tu m'as dit une chose, tu m'as posé la question, en fait, de savoir si, avant ce qui m'est arrivé, si j'avais déjà médité dans ma vie. Et très naturellement, je t'ai dit non, moi, je n'ai jamais fait de méditation. Et puis, j'ai eu un petit flash parce que tu me l'as fait remémorer. Et en effet, je me suis souvenu que probablement vers peut-être 14, 15 ou 16 ans, j'avais eu ce fameux professeur de français qui me donnait à l'époque ce qu'on appelle les cours de soutien, des petits cours, et en fait qui avant de commencer à chaque fois, me demandait de me mettre dans un état de relaxation et me faisait respirer, me faisait visualiser des couleurs qui descendaient dans mes chakras. Alors aujourd'hui, je sais que c'est des chakras. Hein. À l'époque, évidemment, je n'en avais absolument pas conscience. Ça a été finalement, aujourd'hui, je me rends compte, il y a très, très, très longtemps, finalement, la première fois que j'ai effectivement touché de près euh, une forme d'éveil que j'ai pas écoutée, mais qui avait déjà tapé à ma porte, mais j'ai pas ouvert la porte. Aujourd'hui, je sais que j'ai pas ouvert la porte. Voilà. Et puis, cette proposition est revenue à moi 2, 3 ans après, avec ce fameux japonais, en effet, qui est venu et qui m'a fait faire le même type d'exercice. Bon, alors là, il ne me donnait pas des cours, hein, c'était vraiment pour un bien-être du corps dont j'avais besoin à l'époque. Et à nouveau, j'ai pas ouvert la porte. Mais je l'ai vécu, et ça a été des moments très importants pour moi. Mais c'est vrai que si tu n'avais pas fait en sorte de me rappeler ce souvenir, je l'avais complètement occulté. Et en fait, quand tu m'as demandé, mais finalement, pour toi, la méditation, c'est nouveau, je t'ai dit oui, c'est nouveau. Et grâce à ça, je me suis souvenu qu'en fait, non, c'était pas nouveau. Mais j'étais probablement pas prête à l'époque Oui, à puis surtout, accéder à tout ça. Voilà. t'étais ado en fait, hein, donc c'est un peu compliqué, ado, de s'ouvrir à quelque chose qui nous dépasse un petit peu. On n'est pas suffisamment construit, on n'est pas forcément à ça à ce moment-là, hein, parce que l'éveil spirituel à 15 ans, à 16 ans, ou même à 18 ans, c'est quand même assez costaud. Je remémore cette Delphine. Je repasse un petit peu juste pour rester un petit peu dans l'enfance, pour voir un petit peu comment tu t'es construit jusqu'à ce chemin-là. Donc, tu l'auras compris, cet aspect naturel là, d'être en permanence connecté avec ses émotions, c'est un petit peu toute la complexité de l'hypersensible parce que c'est son essence, ça le stimule. Mais en parallèle, ça génère aussi beaucoup d'instabilité. Donc, c'est beaucoup d'intensité. L'amour, c'est les étincelles, l'effervescence, la transcendance, ça virevolte, c'est tout là-haut. Et puis, pareil, le chagrin, pour le coup, c'est un peu un cataclysme. C'est un peu l'éclatade du Niagara. Tu as besoin un petit peu de sentir cette douleur intrinsèque et qui te fait du bien aussi. Parce qu'il y a peut-être quelque chose un petit peu maso qui s'installe, qui
prend la forme d'un enseignant à ce moment-là. Et cette espèce de boulimie émotionnelle où tu as envie un petit peu de te pluguer des sensations un peu partout parce que finalement, c'est à travers ton corps, qui est un outil d'exploration, que tu découvres des signaux, que tu as des réponses à ce que tu ressens en fait. Donc tu utilises un petit peu l'émotionnalité pour te rencontrer. Alors bon, arrivé à l'âge adulte, tu te rends compte en fait que tout ce qui te semblait être un petit peu handicapant dans ton enfance, dans ce mécanisme-là, cette espèce de roller coaster, là, cet ascenseur émotionnel, ce sont en fin de compte les prémices de tes capacités extrasensorielles. Et quand je parle de capacités extrasensorielles, je parle surtout de facultés de perception, qui sont en général les atouts des hypersensibles jeunes. Et tout ce qui va être attrait justement à l'instinct, c'est-à-dire le clair ressenti, la clairaudience, la clairvoyance, tout ce qui est de l'ordre du non palpable, et on le verra tout à l'heure dans ton éveil, puisque tu as beaucoup d'expérience à ce sujet, tu vas nous le raconter. Et comme on parle de sensorialité, je vais prendre un petit exemple sur la télépathie. Puisque tu sais que la télépathie, c'est le match de deux fréquences, c'est un peu la connexion entre deux cœurs. Et j'aimerais te poser deux questions sur des expériences de télépathie pour savoir si tu les as déjà vécues. La première, qui est la plus courante, c'est celle où tu penses à quelqu'un et au moment où tu penses à quelqu'un, cette personne t'appelle ou t'envoie un texto. Évidemment. Tu te dis, mais c'est fou, j'étais en train de penser à toi à ce moment-là. Je suppose que tu as déjà fait cette expérience. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, je pense que beaucoup d'entre nous ont fait cette expérience. Mais en fait, le truc, c'est qu'on ne s'en rend pas compte à ce moment-là qu'on fait cette expérience-là. On ne se connecte pas à ces séquences à ce moment-là. La deuxième, et pour le coup, ça, je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience. C'est pour ça que je suis assez curieuse de te poser la question. La deuxième, c'est une toute autre dimension. C'est des âmes qui ont, je dirais, un full access sur toutes les dimensions. Hein. C'est l'open space pour elles. Elles se reconnaissent. Ce sont des âmes qui viennent ici et qui se reconnaissent, qui se lisent dans les yeux, qui se captent sans parler et qui ont cette capacité de fusionner leur signature énergétique. Et en fin de compte, cette expérience-là, c'est quand tu penses à une personne avec qui, tu l'auras compris, il y a un lien presque sacré. Rien qu'à l'idée de penser à cette personne, tu ressens sa présence, tu ressens son énergie et limite, tu ressens même son émotion. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sentir une personne, mais qui n'est pas là, mais pourtant sa présence est ici, son énergie est là, elle est autour de toi, elle est environnante, et puis tu sens peut-être même son émotion. Ça t'est déjà arrivé? Alors oui, ça m'est déjà arrivé. Alors évidemment pas avec énormément de personnes par définition, mais en tout cas avec plus d'une. Et en fait, moi, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, en tout cas grâce à ça, j'ai vraiment touché, on en a un tout petit peu parlé, ben, pour moi, c'est vraiment l'amour inconditionnel, l'amour infini. Quand en effet, au-delà de penser à quelqu'un et pile poil, quand tu en as besoin, comme tu le disais, tu reçois un texto ou tu reçois un mail ou peu importe, et que tout d'un coup, voilà, tu t'y attendais pas, mais il n'y a pas de hasard et cette personne-là a probablement senti qu'à ce moment-là, tu avais besoin d'un signe et elle te l'envoie. Évidemment, c'est merveilleux. Mais au-delà de ça, quand en fait la connexion est telle que tu as le sentiment de vibrer complètement, que tes joies deviennent les siennes, que tes peines deviennent les tiennes, et qu'en fait tu as l'impression d'avoir toujours connu sans vraiment comprendre, parce que ça peut être aussi quelque chose qui arrive avec quelqu'un que tu rencontres et puis ça prend juste quelques secondes. Et effectivement, l'émotion est tellement forte, c'est assez déstabilisant parce qu'en fait, en tout cas, moi, pour ce qui m'est arrivé, je me suis dit, mais c'est pas tout à fait normal en fait. En 2 secondes, comment je peux vivre quelque chose aussi intense? Et quand ces pensées t'accompagnent et quand tu l'accompagnes finalement au quotidien, tu te dis en y réfléchissant, d'accord, donc là, ça va se passer ailleurs en fait, parce que quelque chose de si fort qui n'a pas de... que tu ne mets pas dans la matière,
que tu ne conscientises pas, que tu accueilles juste et tu te dis, je ne vais pas chercher à comprendre en fait. Cette personne, si elle me crée autant d'émotions, sans raison, c'est que peut-être qu'effectivement, elle est venue pour m'accompagner sur ce chemin, qui est le chemin de la vie. Et en effet, c'est pas très courant, mais voilà, j'ai la chance de vivre ça dans ma vie et c'est quelque chose de très agréable, assez puissant, difficile aussi parfois, mais merveilleux, Oui, évidemment parce que merveilleux. ça, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas du tout. Donc, ça te traverse et puis c'est comme ça, quoi. Tu choisis pas, finalement. Non, tu choisis pas, mais c'est émotionnellement c'est très compliqué. C'est compliqué parce que à la fois c'est quelque chose que tu veux posséder parce que c'est tellement fort qu'en effet on a envie de le posséder et on a même envie de le matérialiser. Mais on va en parler justement de Ouais. ça. On va passer de toi, jeune fille, puisqu'on parlait de ton parcours en tant qu'ado. Et puis, on va aller rencontrer la femme. Comme tu l'expliquais si bien tout à l'heure, la spiritualité a souvent frappé à ta porte et tu ne t'es pas sentie prête à ce moment-là de l'ouvrir. Bien qu'au final, la première porte que tu te sois autorisée à ouvrir, c'est celle de ton temple intérieur. Et on est clairement sur la voie de la spiritualité. Alors, on rentre dans ton temple. L'éveil à la spiritualité, tu as fait ce qu'on appelle dans le jargon spirituel un éveil brutal. C'est assez foudroyant, c'est dire combien tu étais attendu. Et tout le monde t'en... Donc, en général, les gens t'ont dit, en tout cas, tu as eu beaucoup de personnes qui t'ont dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais qu'est-ce que t'est arrivé? Donc, tu vas nous expliquer ce qui t'est arrivé, comment est intervenu ton éveil et quels ont été les premiers signes déclencheurs. Comment c'est intervenu? Alors d'abord, il y a une chose qui est assez, enfin pour moi, qui est assez importante, c'est qu'en fait, évidemment, je n'ai décidé de rien. Voilà, je me suis pas levée un matin en me disant, tiens, allez, et si j'allais m'éveiller? Bon, évidemment, ça s'est pas passé comme ça. Ça, c'est la première des choses. Comment ça s'est passé? Alors, j'ai envie de dire assez, pas bêtement, mais bon, on en a souvent parlé, et j'ose le dire, même si ça a été très compliqué pour tout le monde, y compris pour moi, mais c'est vrai que moi, 2020 m'a sauvé la vie. En fait, 2020, voilà, on a tous vécu une obligation de s'arrêter. Et donc, moi, comme les autres, j'ai été obligée de m'arrêter. Et je pense que ça a été le début d'un déclencheur sans lequel je n'aurais jamais pris le temps de voir les signes et d'accueillir les choses si, quelque part, j'avais continué à être occupée comme tout le monde, à travailler, à s'occuper de sa famille, à faire plein de choses, à aller voir des copains, à aller boire des apéros. 2020 m'en a empêché et 2020 m'a dit, bien, donc en fait, on va t'envoyer des choses. Et puis, peut-être que là, maintenant, tu vas être prête à les recevoir. Donc, ça s'est passé assez simplement. Euh, on m'a fait alors je dévoilerai pas tout évidemment, mais au début de ce confinement, on m'a fait une proposition que j'ai acceptée et qui a été de me faire connaître une de mes premières expériences, en l'occurrence qui était effectivement de faire du yoga de la Kundalini. Bon, je l'ai fait, j'ai accueilli, j'avais quand même pas mal d'ego et quelque part, comme on m'a fait cette proposition pour un certain temps, je me suis dit, non, mais si je commence, j'arrête pas. Mais j'avais pas du tout, hein, pas du tout envie en fait. Hein. Donc je le faisais, mais je me disais, bon, il faut y aller encore une fois, encore un soir, encore deux soirs. Bon, et puis j'ai continué, et puis à un moment, je me suis dit, c'est curieux parce qu'en fait, je ne sais pas si ça me fait du bien ou pas, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai pas envie d'arrêter. Et à ce moment-là, je me suis un petit peu posé la question et je me suis dit, bah, écoute, justement, ne te pose pas de questions. A priori, ça doit te faire du bien. Pourquoi? Tu sais pas. Mais ne cherche pas à comprendre. Si tu retournes tous les soirs, c'est que ça doit créer quelque chose en toi. Et donc, effectivement, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs semaines. Et je pense qu'en fait, ça a été le début de tout. Alors, à ce moment-là, je ne le savais pas. Hein. À ce moment-là, évidemment, je maîtrisais absolument pas ce que je faisais. Quelque part, on était confinés et puis c'était sympa. Oui, Delphine, merci Lego parfois. C'était sympa, ça me permettait d'avoir un rendez-vous et de me dire, ok, ma journée est rythmée
Et puis tous les soirs, voilà, j'ai un rendez-vous. Alors, après coup, bien sûr, j'ai compris que c'était finalement un rendez-vous avec moi-même, mais j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait, c'était la raison pour laquelle je continuais d'y retourner. Donc ça a été la première étape. Donc Et cette première puis, étape, c'est en mise en application où le mental est encore là. C'est-à-dire que le si mental est complètement là. Le de mental est manière complètement là, ouais. disciplinaire, c'est voilà, je fais mon médite, je fais mon yoga, c'est un peu orchestré quoi. C'est complètement orchestré, c'est complètement disciplinaire, c'est complètement plein d'ego. J'ai commencé, j'irai jusqu'au bout et même si voilà, ça me convient pas du tout, j'ai pris un engagement, j'irai au bout de l'engagement. Pour l'instant, on en est là. Voilà. En tout cas, au début de cette aventure, pendant plusieurs semaines. Ok. Euh, et puis effectivement, à un moment, mais en effet, on est encore toujours sur la base de l'ego. À un moment, le fait simplement de se dire, bah, finalement, tu as quand même bien envie d'aller le faire. Donc, bon, tu continues. Mais pour le moment, ça ne va pas plus loin que ça. Ok. Et donc, ça dure combien de temps? Ça dure 40 jours. Ça dure Ça dure, 40. ça dure 40 jours. Oui, très Mars Santoro, oui. Ça dure, oui, c'est ça. Ça dure 40 jours. Ça dure 40 jours sans faillir. Et puis la fin des 40 jours arrive et l'aventure s'arrête. Et là, je me dis, non, mais l'aventure ne peut pas s'arrêter en fait. Donc là, je commence à me dire, bien, donc ça active quelque chose chez toi. Je ne mets pas de mots là-dessus hein, à ce moment-là. Mais effectivement, voilà, j'ai le sentiment d'avoir besoin de continuer, donc je continue différemment, à des horaires différents. Donc je commence à me lever très tôt le matin, tu le sais. On a de la chance, hein, c'est à ce moment-là une période où il fait beau, il fait chaud. Donc ça commence à 6h, 6h30 du matin. Et je continue tous les matins. Voilà, je vais m'isoler quelque part pour être sûr d'être vraiment tranquille. Et je continue de le faire pendant encore plusieurs semaines. D'accord. Voilà. Et ça dure vraiment longtemps. Ça dure vraiment longtemps. Je me souviens pas exactement, mais en tout cas, ça dure vraiment longtemps. Mais je comprends toujours pas. Je sais juste que j'ai besoin d'y aller. Voilà. Et moi, j'ai la sensation qu'il s'est passé quasiment 6 mois dans ce rythme de méditation, de yoga. Et au fur et à mesure de ces mois où tu continues, parce que finalement, tu continues à chaque fois, tu continues, tu t'arrêtes pas. euh, Plus tu continues, plus tu découvres des sensations dans ton corps physique et surtout sur le rapport au souffle, puisque dans la méditation et dans le yoga, c'est vraiment le rapport au souffle qui va venir induire une énergie différente et stimuler un petit peu ce flux-là où tu découvres ton corps. Et donc, pour la première fois, tu commences à ressentir le lâcher-prise. Oui, alors pas tout de suite. En fait, une fois que j'ai terminé cette expérience, donc effectivement, donc de yoga comme ça quotidien et pendant assez longtemps, la vie m'a mené à autre chose. La vie m'a fait rencontrer d'autres personnes et vivre d'autres expériences. Au moment du yoga, en fait, c'était une forme de méditation qui était accompagnée avec une pratique du yoga, mais qui était somme toute, voilà, assez courte. Et puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui un jour m'a fait une proposition, enfin en tout cas qui m'a suggéré, en effet, de rentrer réellement en méditation. Alors à nouveau, pour une certaine période, hein, c'est comme si moi on savait que je ne pouvais pas refuser les délais qu'on pouvait m'imposer. Et donc j'ai commencé, et là c'était vraiment de la méditation. Donc là c'était vraiment se dire très bien, donc je vais y aller, je vais mettre mes petits écouteurs et puis ben, je vais faire ce qu'on me dit en fait. Donc l'ego est toujours là, bien sûr. Et je repars à nouveau pour 40 jours. Et puis je le fais parce que j'ai encore toujours l'ego qui est très très présent. Je le fais et là c'est absolument insupportable. Hein. C'est-à-dire que la méditation dure 11 minutes à l'époque. Et je pense que je devais regarder mon téléphone à peu près toutes les 30 secondes en me disant mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ah oui, Mais tu ah oui, t'infliges quelque chose en fait. ah, je m'inflige, oui, oui, je m'inflige, oui, oui. Pour le moment, c'est pas du tout conscient. C'est pas, voilà, on m'a fait une proposition, j'ai accepté la proposition et je me suis dit, bon, ok, si on vient m'amener ça à moi, je dois essayer de le recevoir. Donc, allons sur ce chemin. Donc, je me l'inflige vraiment.
Donc, c'est absolument, en effet, insupportable. Et les 11 minutes durent une vie entière. Mais je retourne quand même tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au bout de à peu près 25, 28 jours, je me rends compte qu'en fait, je ne vois plus passer les 11 minutes et que les 11 minutes ne sont plus assez satisfaisantes. Donc, les 11 minutes passent à 31 minutes. Et puis, j'arrive au bout des 40 jours. Donc, j'ai fait mon contrat, j'ai rempli ma mission. Et puis, au bout des 40 jours, je me dis, très bien, donc maintenant, je peux arrêter, vaquer à autre chose. Et je me dis, mais je ne peux pas arrêter, en fait. En fait, je ne peux pas arrêter. Donc, je n'arrête pas. Et donc, cette méditation, je l'ai poursuivie la même, hein, parce qu'en fait, ce n'est pas tellement le fait de méditer, c'est le fait d'avoir fait la même à chaque fois. Et je l'ai poursuivie pendant 240 jours. Voilà, pendant 240 jours. Et puis, à un moment, j'ai quand même essayé un petit peu. J'ai essayé. Alors, après, les rencontres que j'ai faites m'ont beaucoup aidé, consciemment, inconsciemment. Je me suis quand même posé la question de me dire, mais finalement, qu'est-ce qui fait que tu y retournes à chaque fois? Pourquoi tu as ce besoin-là? Et je pense que ça a été le début d'une prise de conscience, de toucher quelque chose en moi. Et effectivement, j'ai réalisé qu'en fait, ce rendez-vous m'était absolument indispensable parce qu'en fait, je venais me rencontrer moi-même. Et donc, en effet, ça me semblait absolument impossible de ne pas retourner chaque soir ou chaque matin me retrouver moi-même. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui est ressorti. Ce qui est ressorti de ça, c'est que je me suis retrouvée. Et puis, tu le sais, hein, une des réflexions a été de me dire, ok, donc là, je me suis trouvée, maintenant, je m'abandonnerai plus. Et effectivement, le fait de ne pas m'abandonner fait qu'effectivement, et encore aujourd'hui, j'y retourne en effet tous les jours. Ah oui, ça je sais, justement, on va en parler parce que c'est pas quelque chose qui t'a quitté, puis c'est ta routine quotidienne maintenant. Et du coup, à ce moment-là, le mental se détend et tu commences à faire l'expérience de voyage astro, de projection de conscience aussi. Tu vas nous expliquer. Moi, ma question sur la méditation, c'est est-ce que justement la pratique de la méditation t'a permis de dissiper les exigences du mental liées à l'ego que tu avais auparavant? C'est-à-dire qu'avant, vraiment, c'était le mental qui s'installait. Et depuis, la méditation t'a permis de let it go un petit peu, ce mental-là envahissant. Oui, en fait, je pense que bon, la méditation, évidemment. Alors pour moi, ce qui a été vraiment important, ça a été de répéter la même. Parce qu'en fait, si j'avais fait une méditation différente chaque jour, l'ego et le mental auraient continué à être là, à se concentrer, de se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme geste, qu'est-ce qu'il faut que je chante, quelle posture je dois prendre. Le fait de faire la même systématiquement, en effet, à un moment, on finit par se laisser porter. On n'a plus besoin de penser à rien. Et grâce à ça, ça prend du temps. Enfin, moi, en tout cas, moi, ça m'a pris du temps. Et grâce à ça, en effet, au bout de plusieurs semaines, le mental laisse la place au sensoriel, laisse la place au corps, laisse la place aux sentiments, laisse la place aux projections. Et en fait, plus j'allais méditer et plus les projections étaient fortes et étaient rapides, étaient présentes et effectivement m'ont envoyé faire des voyages assez invraisemblables. Alors le plus beau des voyages, qui pour moi a été la mise en route, j'ai envie de dire, bien sûr, voir des symboles, des lumières, tout ça, c'est venu assez rapidement. Mais la pratique avec le temps, et là je me suis dit, d'accord, là je commence un petit peu à comprendre, a été quand en fait j'ai commencé à me voir moi-même. Et je vais choquer, et en plusieurs exemplaires. Et donc là, quand je me suis vue en plusieurs exemplaires, je me suis dit, d'accord, très bien, donc là tu pars ailleurs, et effectivement c'est là que j'ai réellement commencé à partir ailleurs, commencé à voyager, commencé à... Ben, il n'y avait plus de mental, il n'y avait plus rien, et il n'y avait presque même plus moi, physiquement, en tout cas, en train de méditer. Je partais avec moi-même ailleurs et je me voyais avec, à différents stades, dans différentes conditions physiques, à vivre différentes choses avec moi-même. C'est un petit peu ah oui, là, on est dans le total lâcher prise. Il y a plus... On est dans le total lâcher là, prise. tu décapsules totalement, là.
Oui, là, c'est la décapsule totale. Mais quand tu décapsules comme ça, j'ai envie de te dire que quand tu te vois toi-même, bon, on va rentrer dans l'intime, hein, parce qu'on a dit qu'on allait décomplexer Margot. Hein. Donc, bon, bah, quand tu te vois toi-même à te prendre dans les bras, bah, tu as juste envie de retourner tous les soirs te prendre dans les bras, en fait. Évidemment. Voilà. Et d'ailleurs, tu finis tes méditations dans ton espace sacré. L'énergie est à son paroxysme. Et en 2 minutes, changement de dimension, tu es dans ta cuisine et tu fais des pâtes à tes enfants. C'est ça. Donc, Je ne les fais pas. Je ne les fais pas. qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps, de passer d'un état comme ça surdimensionnel à bim, le retour à la réalité. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, pour être parfaitement honnête, en fait, ça ne se passe pas. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je rentre chez moi et je dis en effet à tout le monde, je ne suis pas là. Laissez-moi un sas de décompression, indispensable. Je ne suis, et encore à ce jour, absolument pas capable de quitter mon espace, parce qu'évidemment, je ne fais pas, donc, pas la méditation chez moi. Enfin, en tout cas, entouré voilà, de gens qui sont proches de moi. J'ai vraiment besoin d'être seule. Et quand je retourne à la réalité, j'ai un besoin d'un vrai moment de décompression. Bon, ça a donc des petites incidences après dans la façon de gérer sa vie, mais je continue de m'accorder ce moment pour moi, le temps en effet de me dire, voilà, maintenant tu reviens dans la matière, tu te reconnectes à toi, et en effet la vie continue. Et donc mes enfants patientent pour que je leur fasse des pâtes. Et puis après, je m'y remets parce que oui, parce que malgré tout, on est quand même là pour. On a une incarnation à vivre. Donc c'est très bien hein, d'aller méditer, de vivre plein de choses et de se connecter à soi-même. Mais après, les autres sont quand même aussi là. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Et on a besoin de vivre pleinement cette incarnation. Donc c'est ce juste milieu qui n'est pas toujours facile à trouver fonction de, voilà, en fonction de la projection qu'on a pu avoir, en fonction des choses qu'on a pu vivre, parce que parfois les choses vécues en méditation sont minimes, et puis parfois elles sont assez fortes, elles sont assez violentes, elles sont heureuses ou douloureuses. Donc le temps, le sas de décompression, bah, évidemment, s'adapte à ce qu'on a vécu, et le temps de se dire, voilà, je vais re-rentrer dans mon corps à nouveau pour en effet voilà, incarner ce que je suis venue incarner malgré tout. C'est quand même assez difficile parce que quand on dit on décapsule, c'est qu'en fait on lâche prise sur tout et après il faut se réancrer. Donc c'est un peu compliqué. Et tu disais tout à l'heure que tu t'es laissé guider par plusieurs personnes. Donc on a vu, hein, tu as accepté toutes les expériences qui se sont présentées à toi et on va en parler. À ce moment-là, donc tu fais l'expérience du lâcher prise. Et comme ce à quoi l'on résiste persiste, toi, tu te dis, je vais envoyer balader mes peurs, tout ce qui m'enferme, je m'autorise, c'est l'aventure, de toute façon, qu'est-ce que je risque Et du coup, tu fais d'autres expériences aussi. Mais avant de faire toutes ces expériences, et parfois en parallèle, en même temps, eh ben, on va parler justement de la descente. On va parler de la descente, puisque finalement, tous ces moments de méditation, tous ces moments de yoga, tout ce qui t'arrive de manière sensorielle commence à éveiller une conscience supérieure où tu viens t'observer autrement. Et du coup, tu te dis, c'est peut-être le moment pour moi de venir un petit peu déconstruire certaines choses, de faire ce que j'appelle moi l'ermite, hein, qui a la petite lumière et aller dans ta caverne, sortir de ta zone de confort ou d'inconfort, justement. Et là, tu vas à la rencontre de ton toi. Et qui dit rencontre de toi dit déconstruction, le désarmement des toboggans. Et tu te laisses. Vérification de la porte opposée. Voilà. Ah oui, parce que c'est totalement ça, justement. Tu vas nous l'expliquer. Hein. Et tu te laisses traverser par tes peurs et tes blessures. Donc, tu rencontres l'abandon, le rejet, l'injustice, l'impatience, enfin, toutes ces choses-là, toute la familia des grandes peurs qu'on n'ose pas aller réveiller, hein, qui sont bien enracinées en nous. Et tu comprends que derrière chaque peur, il y a quand même un enseignement et peut-être aussi un manque d'amour de soi, quelque part. Donc, tu vas vérifier un petit peu tous ces personnages et tu fais ce que moi j'appelle la psychologie transcendantale, c'est-à-dire que tu te places en auto-observation et tu te fais une espèce d'auto-guérison où tu travailles en transmutation
les schémas qui sont devenus involutifs, les croyances limitantes, et tu es finalement plus véritablement en dualité avec tes deux démons, puisque tu vas carrément aller les rencontrer et tu vas même leur donner un nom puisque tu les identifies. Ma question, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette libération? Est-ce que chaque fois que tu viens rencontrer euh, tes vieux démons, plus tu les libères, plus tu te libères, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là en fait? Alors, en fait, donc une fois encore, de la même façon, hein, j'ai pas choisi hein, de descendre dans cette caverne profonde. Je ne sais pas si on en remonte un jour d'ailleurs, ou en tout cas par strate, mais j'ai pas choisi. Et en effet, à un moment, la caverne m'a appelé et m'a dit descends par là, on a besoin de te dire quelque chose. Donc voilà, donc je me suis laissée vraiment littéralement tomber. J'ai accepté de tomber. J'ai accepté de tomber. Ça a été en effet assez violent. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, hein, à partir du moment où on accepte de se dire qu'on va commencer à rentrer à l'intérieur de soi, même si on ne le réalise pas forcément. Moi, je ne l'ai pas vraiment réalisé. La seule chose que j'ai réalisée, c'est que j'ai beaucoup pleuré hein, pendant très longtemps, peut-être des mois et des mois et des mois. Puis à un moment, je me disais même, mais ça y est, j'ai assez pleuré, maintenant il faut que ça s'arrête. Et puis non, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Et en fait, je pense que j'ai... Alors au début, j'avais le sentiment de pleurer de douleur, parce que je n'avais pas de mots en fait sur ce qui m'arrivait. Donc je pleurais, voilà. J'arrêtais pas de pleurer. Et puis avec le temps, je pense que j'ai réalisé qu'en fait, je pleurais parce que je m'étais rencontrée. Parce que j'ai rencontré en effet tout ce que j'étais, tout ce que je n'étais pas, tout ce que je ne me suis pas autorisée à être, et tout ce que j'ai bien voulu faire de moi qui ne me convenait pas forcément. Donc j'ai affronté tout ça, bien en face, hein, mais bien en face. Donc, Oui, je oui, ouais. oui, tu en es presque témoin. Donc oui, bien en face. Et en effet, ben, je me suis laissée tomber. Je me suis dit, bah, tant que tu as besoin, vas-y, retourne-y. Et puis tant que tu as besoin de pleurer, pleure. Et tant que tu as besoin d'y retourner, retourne-y. Et puis tu libéreras des choses. Et puis tant que tu n'as pas compris, bah, tu continueras de pleurer. Jusqu'au moment où, mais je pleure toujours, hein, attention, hein. Beaucoup moins, mais je pleure toujours quand même. Mais jusqu'au moment où en fait, j'ai quelqu'un un jour euh, qui m'a posé une question et à qui j'ai dit je suis fatiguée, j'ai plus envie de pleurer. Et cette personne-là euh, m'a dit mais est-ce que tu sais pourquoi tu pleures? Et à ce moment-là, je me suis dit ok, donc en fait, tu vas tous les soirs méditer et tu vas juste pleurer. Et parce que tu en as besoin. Mais en effet, pose-toi la question pourquoi tu pleures? Et quand cette personne-là m'a posé la question, j'ai pas compris. Et moi, je me disais, bah, je pleure parce que je suis dans la merde, quoi. Je suis dans la caverne. Je suis descendue. On est venu, on m'a mis une claquetasse et on s'est dit, allez, allez, la petite Vania, là, on va tout lui envoyer d'un coup. Donc, c'était normal. Enfin, c'était, oui, ça me paraissait logique. J'en avais besoin. Ça libérait, je ne sais pas quoi. Ça libérait certainement beaucoup de choses. Et j'ai mis, je pense, probablement un an avant de comprendre et avant d'essayer de trouver la réponse à cette question. Et j'ai fini par trouver la réponse à cette question. Donc j'ai encore plus pleuré, hein, évidemment. Évidemment, j'ai encore plus pleuré. Mais en effet, peut-être qu'à ce moment-là, les larmes de douleur ont commencé à se transformer en larmes de grâce. Mais je pleure quand même. Hein. Et justement, j'avais envie quand même pendant ce parcours de libération, de pleurs, il y a aussi un truc qu'on connaît très bien, qu'on appelle les tests de l'univers. Je me demande si je me mettrais pas un petit peu plus à l'ombre parce que j'ai l'impression que je suis en plein soleil pour tout le monde et ça doit pas être super sympa. Donc du coup, je me fais un petit frichti perso, si tu le veux bien. Hop, voilà, c'est quand même mieux comme ça parce qu'en plus de ça, je te voyais pas. Donc, ah bah voilà, là c'est excellent. Il y a quelque chose qu'on appelle les tests de l'univers, que tu connais très bien, n'est-ce Très pas? bien. Qui, comme une routine que tu reconnais facilement, justement, où tu vas vivre quotidiennement, euh,
Ces tests comme pour savoir si tu as bien validé l'examen. Et comme l'univers a un très grand sens de l'humour, chaque fois que tu as le sentiment d'avoir dépassé quelque chose, chaque fois que tu as le sentiment d'avoir libéré quelque chose, et ben c'est reparti pour un tour, le roller coaster. C'est ça. Et puis, au final, tu te dis que ce qui semblait être des obstacles deviennent des opportunités et limite. Alors, je dirais pas que tu es friande, mais tu te dis, bon, tiens, ça, qu'est-ce que ça va me faire travailler? Tu le transformes dans quelque chose d'optimiste parce que tu sais que de toute façon, tu es dans un processus où tu vas venir éplucher l'oignon. Et qui dit éplucher l'oignon dit libération et donc pleure. On en revient aux pleurs, mais l'idée c'est que tu as compris, tu as conscientisé qu'il fallait que ça sorte de toi hein, et que tu étais en train de muter à l'intérieur de toi en fait. Et dans ce processus d'évolution qui t'amène à la découverte de toi, tu parlais de l'arme de grâce, tu te déshabilles un petit peu et tu te sépares de tes anciens costumes qui sont devenus inconfortables et tu trouves de la gratitude, de la complétude, de l'amour de soi et puis de l'autre, inconditionnellement cette fois, puisque tu n'y mets plus d'attente. Tu aimes pour ce qu'ils sont, pour ce que tu es. Et puis peut-être aussi tu découvres une sorte de résilience aux événements, euh, parce que tu es vraiment dans ton moment présent, en fin de compte. Et puis cette espèce de vacuité qui fait que le vide ne te fait plus peur, c'est un réel bien-être avec toi-même, avec dans ta paix intérieure. On pourra aussi peut-être éventuellement parler du pardon, le pardon de l'autre, et surtout le pardon de soi. Tu ne t'en veux plus. Et tu ne t'en veux plus de quoi à ce moment-là? Alors là, on a parlé de beaucoup de choses. Alors, au niveau des tests, oui, bien sûr, les tests reviennent voilà, à chaque fois pour venir nous dire attends, tu crois que tu as compris, mais on va quand même vérifier. Et puis à ce moment-là, bah, tu te rends compte que tu n'as rien compris et tu redescends et tu recommences et tu te dis mais pourtant non, j'ai compris. Bah non, parce que tu retombes dedans, donc tu n'as pas compris. Et ça, effectivement, ça a duré un certain temps. Et puis un jour, un test parmi d'autres hein, est à nouveau revenu. Et là, je me suis dit, ok, test. Donc déjà, je me dis, on m'a envoyé quelque chose, ce qui est déjà pas mal. Avant, je me rendais même pas compte qu'on m'envoyait quelque chose. Et puis, je me voyais retomber dedans. Et je me suis dit, mais tu vas pas recommencer quand même. Et j'ai quand même été très, très fière de moi à ce moment-là. Parce que je me suis dit, très bien, donc le test revient. T'as pas compris. Donc, tu y retournes. Mais la différence, c'est que maintenant, tu te vois ne pas le comprendre. Alors qu'avant, je ne faisais que me le prendre et puis le vivre et après coup me dire mais pourquoi encore. Et puis la deuxième étape a été de dire très bien, donc tu n'y arrives pas encore, mais maintenant tu as la pleine conscience de te dire que tu n'y arrives pas. Donc déjà, j'étais quand même pas mal fière parce que je me suis dit très bien, donc j'évolue quand même sur voilà sur l'étape. Et en effet, après, alors je ne dis pas que c'est systématique, attention, hein, je suis encore loin de tout ça. Mais il se trouve que comme des événements, voilà, plutôt un petit peu récents, m'ont à nouveau envoyé ce genre de tests en tout cas. Pour en revenir à ce que tu disais, avec des choses plutôt un petit peu, pas douloureuses, mais émotionnellement un petit peu compliquées à vivre. Bon, il y a un an, j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps, hein, si cela m'était arrivé, voilà. Et puis en fait, ça m'est arrivé et là, je me suis dit, j'ai remercié parce qu'en effet, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, grâce à ce nouveau test, la douleur n'était plus là. Et j'ai remercié parce que ce test m'a permis de me dire, tu as vraiment avancé sur ton chemin parce que ce qui devait te faire mal et ce qu'on t'a envoyé pour te faire mal, finalement, te fait plus mal aujourd'hui. Et finalement, bah, ça t'empêche pas d'être heureuse. Oui, Voilà. parce que Et je te coupe et j'irai un petit peu plus loin. Avant j'aurais, en vivant quelque chose comme ça, je me serais dit, mais pourquoi encore une épreuve? Pourquoi encore une épreuve? ça, maintenant, on l'a tous ressenti, ça. Hein. Voilà. Encore. Et sauf que maintenant, je ne parle plus d'épreuve, en fait. Je parle juste d'expérience. Donc, je ne suis plus dans le négatif.
Je suis vraiment dans le positif parce qu'une expérience, quoi qu'il arrive, elle est toujours positive. Et on m'a donc envoyé une douce expérience il y a peu de temps et que j'ai vraiment accueillie. Et pour le coup, j'en suis fière parce que je me suis dit, voilà, bah oui, ça aurait dû vraiment te faire mal. Et je pense qu'on me l'a envoyé pour me faire mal. Hein. Vraiment, Ah, hein. Oui, je pense qu'on me l'a envoyé pour me faire mal, tu l'as pour me esquivé dire, comme ça. ouais, pour me dire, bon, attends, on va te mettre une petite claquetasse, on va te faire un petit bobo. Est-ce que tu vas avoir vraiment bobo, pas bobo, comment tu vas faire en fait? Et en fait, je me suis sentie juste heureuse parce que ça m'est arrivé et j'ai pas eu de bobo. Et là, je me suis dit, ok, c'est chouette, on peut passer au prochain maintenant. Voilà. Et justement, on peut dire que tu fais bien le discernement entre la voix du mental et la voix du cœur. Tu choisis aujourd'hui d'incarner la voix du milieu, qui est celle de ton toi véritable, celle qui te correspond, celle qui te colle à la peau, celle qui est exemplaire en tout cas, mais surtout celle qui fait tomber les masques. Et il y a un passage dans ton livre, donc on va venir sur ton livre un petit peu après, mais il y a pour accompagner ça, il y a un passage dans ton livre qui dit « Ce n'est qu'ainsi que je pourrai avancer en faisant confiance à mon cœur. Il s'agit bien de cela, le langage du cœur. » Oui. C'est quoi le langage du cœur? On n'en a pas parlé. Hein. Non, non, mais je vais pas C'est quoi le langage du cœur? Ben, c'est qu'effectivement, je pense que, et j'en suis pleinement responsable, hein, pendant de nombreuses années, je me suis refusé beaucoup de choses. Et pendant longtemps, en fait, j'ai pensé que tout ce que je me refusais, c'est parce que j'y avais pas droit, les autres ne m'attendaient pas là. Il fallait que je réponde à ce que les autres attendaient de moi. Mais là, ça remonte à, je sais pas, j'avais 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans. Donc ça remonte vraiment très très loin. Et en fait, je suis rentrée dans cette dynamique-là. Et j'ai répondu à tout ce qu'on attendait de moi. Et puis, quand effectivement je suis rentrée dans ce chemin, je me suis dit, mais finalement, on t'a rien demandé. On t'a rien demandé. C'est toi qui t'es imposé ça. Personne t'a jamais dit non à rien. Personne t'a jamais empêché d'être qui t'avais envie d'être. Une fois encore, tu as probablement utilisé ces personnes pour légitimer ton incapacité à être. Pour de multiples raisons, hein. Parce que douleur, parce que abandon, parce que pas de confiance en soi, parce que une enfance qui est, voilà, bon, qui est ce qu'elle a été. Mais on m'a rien demandé, en fait. On m'a pas dit, t'as pas le droit. Et en effet, à un moment, j'ai réalisé ça et je me suis dit, mais finalement, c'est toi qui t'es empêché de tout ça. Donc, je ne le regrette pas parce que si je m'en suis empêchée, c'est qu'à l'époque, je n'étais pas capable de l'accueillir. Et à un moment, et en l'occurrence, donc récemment, ça m'est arrivé comme un boomerang. Et j'ai réalisé qu'en effet, bah non, j'avais le droit. En fait, moi aussi, j'ai le droit. Et en fait, j'ai le droit de m'y autoriser moi-même. Et les gens me verront, alors certes différemment, mais n'auront pas le sentiment que quelque part, voilà, c'est une espèce de vania qu'on ne connaît pas. Oui, c'est une vania qu'on ne connaît pas, mais plutôt dans le sens très positif du terme. Donc, à partir du moment où j'ai accepté de dire, voilà, je vais laisser la place à mon cœur maintenant, et puis finalement, je vais le laisser me guider, je vais le laisser m'amener là où il a envie de m'amener, en me disant que j'ai le droit, parce que si lui me dit que j'ai le droit, c'est que je peux le faire. Et voilà, donc c'est ça, enfin ça a été pour moi ça, oui, le langage du cœur, ça a été m'écouter moi-même, ça a été me retrouver d'abord, m'accepter, et puis me dire, maintenant je m'écoute. Pour autant, c'est pas de l'égoïsme, hein, attention, c'est juste, Non, voilà, maintenant je m'écoute, et donc pour moi c'est ça le langage du cœur. oui, tout à fait. Et en fin de compte, c'est aussi un petit peu les masques qu'on porte parce qu'on ne se rend pas compte qu'on se crée ces personnalités-là. Ça me fait penser à cette phrase qu'on a rencontrée toutes les deux il n'y a pas si longtemps qui disait le cœur sait déjouer les pièges des apparences. Oui. Et quoi de mieux que le cœur pour faire tomber le masque, justement, puisqu'on est dans le cœur, j'aimerais que tu nous parles de cette nouvelle vision, de cette nouvelle approche que tu as sur l'amour aujourd'hui, cet amour que beaucoup vont chercher à l'extérieur, sur lesquels on pose aussi maladroitement des injonctions hein, qui viennent réfréner sa danse. Et comme tu le sais, l'amour, c'est l'énergie qui est opposée
à la peur, puisque c'est une énergie qui se dompte pas, qui se domine pas, qui nous tombe un petit peu dessus comme ça. Et c'est un état d'être. Alors ma question, c'est est-ce que tu penses qu'en posant une forme, quelle qu'elle soit, une forme de contrôle sur l'amour, ça fait disparaître sa magie? On en a effectivement parlé il n'y a pas très longtemps ensemble et alors, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais en tout cas, j'avais eu envie de t'en parler et je fais la différence entre ce qui est l'amour et entre être amoureux. Alors pour ce qui est de l'amour, bon, moi j'ai des déclarations en tartine hein, dans mon livre, donc je l'assume complètement. On va le voir. Voilà. Mais évidemment, pour moi, c'est deux choses différentes. Être amoureux, aimer quelqu'un, même l'aimer de façon très passionnée, l'aimer à corps et à cri, l'aimer, voilà. Pour moi, enfin, ça me ramène à de la matière. On peut aimer quelqu'un pour de multiples raisons. Hein. On peut aimer ses yeux, son sourire, on peut aimer juste une situation aussi. On peut aimer sa condition sociale, on peut aimer ce qu'il est, sa religion, ce qu'il fait, enfin peu importe. Ses mains, sa bouche. Bon. Et on en tombe amoureux. Donc effectivement, ça veut dire que là, les choses sont palpables d'une certaine façon. Ce que tu sous-entends, c'est qu'on tombe amoureux d'un intérêt de quelque chose. L'intérêt, c'est un petit peu péjoratif. Non, mais en tout cas, on tombe amoureux d'une matière. J'ai envie de dire qu'on tombe amoureux d'une matière. On tombe amoureux d'un corps, d'un sourire, d'un physique, d'une situation. Voilà. En tout cas, c'est pas inconditionnel. C'est ça dont je parle. Voilà, exactement. Et à partir du moment, selon moi, en tout cas pour ce qui me concerne moi, à partir du moment où effectivement c'est fondé sur quelque chose de palpable et sur quelque chose qui est ramené dans la matière, tu sais ce que j'en pense. Quoi qu'il arrive, la matière s'étiole à un moment ou à un autre, hein, puisqu'on quittera tout ça, qu'on le veuille ou non. S'il y a bien une chose dont on est sûr, hein, c'est qu'à un moment, on quittera notre corps. Là, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Mais je pense que de la même façon, cet amour-là quittera la matière. Et ça, pour moi, c'est être amoureux. Alors, ça peut être amoureux pendant 80 ans de la même personne, hein, et puis ça peut quitter la matière tout au bout, mais ça quittera la matière quoi qu'il arrive. Alors qu'aimer, pour moi, c'est évidemment, c'est inconditionnel et c'est sans raison. C'est sans raison. J'ai envie de te dire que c'est presque passionnément et en même temps sans passion. C'est sans attente, c'est rentrer dans le tout, c'est infini, c'est posé sur rien, c'est pas matérialisé. Et à partir du moment où c'est pas matérialisé, ça peut pas s'étioler. Et pour moi, ça, c'est aimer. Alors évidemment, hein, on est des êtres incarnés, on a besoin d'être amoureux, hein, mais je fais vraiment la différence entre cet amour-là et l'amour d'en haut, qui est inconditionnel et qui peut, pour le coup, arriver comme ça, sans raison et surtout jamais s'éteindre. Jamais s'éteindre. Et je pense que peut-être le danger, parce que c'est très puissant, serait de vouloir justement matérialiser cet amour inconditionnel. Et si on veut le matérialiser, je pense que ça ne marche pas. Parce que ça ne doit pas se situer à cet endroit-là. Mais voilà. Ça répond un petit peu à mes questions, c'est-à-dire que justement, le premier aspect dont on parle, c'est de venir mettre une forme de contrôle sur cet amour. Et à ce moment-là, ça désenchante complètement la magie, puisque ça met une injonction dans tous les cas. Oui, c'est ça. Être amoureux, c'est presque je t'aime, parce que aimer, ce serait je t'aime malgré. Oui, c'est ça, mais de toute façon, moi, je pense que aimer quelqu'un, c'est aimer parce que cette personne est, simplement, pas parce qu'elle nous apporte quelque chose, pas parce qu'elle nous complète, parce qu'elle est, comme le cœur est, de toute façon. Exactement. En fait, pour moi, vraiment aimer, on comprend pas. Être amoureux, on comprend hein, qu'on peut être amoureux des yeux de quelqu'un, de ce qu'il est, de ce qu'il représente. Et puis ça se passe fort après ça. Voilà. Donc ça, on peut mettre des mots là-dessus. Alors que aimer, pour moi, selon la théorie, je vais en faire rire certaines, on peut pas mettre de mots parce qu'il n'y a pas de raison, parce qu'on ne sait pas pourquoi. C'est juste comme ça. Alors qu'être amoureux, on sait, ouais, il est beau, il a des beaux yeux, il est grand, elle est belle, il est sympa, elle me fait rire. Donc
on met des mots là-dessus. Alors que aimer, c'est mais pourquoi tu ressens? Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi c'est tellement fort? Je ne sais pas. Et en fait, Mais je tu ne la sais vois? pas. Non, non, ou tu le vois? Ben non. Mais je ne sais pas. C'est comme ça. Et tu as le cœur qui bat alors que tu le connais pas, la connais pas plus que ça, juste. Ben oui. Voilà. Il n'y a pas de raison. Et donc, c'est pour moi, effectivement, fait. Oui, Bania et mes théories, oui. Oui, oui. J'ai effectivement fait quelques petites théories ces derniers temps. Voilà, bon, donc tout ça pour dire que la Infiniment vraie différence pour moi, c'est ça. pour cette très très belle vision que tu as sur l'amour et la manière dont tu la vis, la manière dont tu la vibres, la manière dont tu la perçois. J'aime beaucoup, c'est hyper inspirant. On va parler de ton livre. Alors, je voudrais juste, si tu me permets, répondre à une petite question. Et dans ton corps, les vibrations te semblent différentes. Mais évidemment, évidemment, ça n'a rien à voir. Moi, les personnes que j'aime d'en haut, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. C'est mon corps tout entier qui vibre, sans raison, ne serait-ce qu'à l'idée de penser à ces personnes-là, j'ai effectivement un corps qui vibre. C'est intense, c'est tous mes sens, c'est vraiment toutes les parties de mon corps et le mental en fait en premier, hein, parce que quand on dit aimer, on ne parle pas du cœur. Hein, toi et moi, on sait que le cœur n'est là que pour nous faire vivre. Et quand on a mal au cœur, on n'a pas mal au cœur, on a mal à la tête. Hein. Ou quand on aime et qu'on a le cœur qui bat, en fait, on n'a pas, c'est pas le cœur qui bat, hein, c'est notre mental qui bat. Bon, voilà. Bon, si vous n'étiez pas au courant, maintenant vous le savez. Hein. Bon, ben voilà, maintenant vous le savez. Ce n'est pas le cœur. Les vibrations ne sont pas du tout les mêmes parce qu'elles ont une puissance et puis elles se tarissent pas, elles sont là et pleinement dans toutes nos cellules. Pour répondre donc à la question sur la différence de vibration, oui, je vois un beau gosse, je vais avoir le cœur qui bat, puis bon, puis 2 jours après, bon, non mais non mais mon cœur va battre, hein. Mais là, ça va être que, alors bon, on va quand même dire mon cœur, ça va être que mon cœur qui va battre. Alors que l'amour d'en haut, c'est mon corps tout entier qui va vibrer. Bah oui, ça peut prendre partout en fait. On va parler de ton livre, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, allons-y. Est-ce que tu es bien installée? Oui, oui, je suis installée. Hein. Alors écoute, on dit que les écrits restent. J'ai envie de te demander, même si on suppose bien, est-ce que ça a été une thérapie pour toi de poser des mots OTS sur des mots AUX en faisant un petit peu l'accouchement de ce livre, puisqu'il est venu justement après cet éveil, et même j'ai envie de dire pendant encore, sur la fin. De toute façon, ce chemin d'éveil, il se finit jamais, hein, c'est pas régressif. Tu as agencé ce livre avec une charte assez inédite. Oui. Puisque tu as fait les chapitres sous forme de portes, et chaque porte incarne une polarité féminine. Ma question, c'est est-ce que c'est voulu? Et est-ce que ça signifie qu'à cette période-là de ta vie, ce sont les femmes qui sont plus venues t'inspirer à te rencontrer, toi, en tant que femme, et à te reconnecter à ton féminin? Alors, écoute, ce livre, alors pour la petite histoire, ça fait à peu près une 30aine d'années. Non, je vais dire une 15aine d'années, comme ça on ne pourra pas connaître mon âge. Que je me suis dit qu'un jour j'écrirai un livre. Mais ce n'est pas mon métier. Et à aucun moment, j'ai imaginé me dire très bien, ouais, à des portes, très bien, je vais me mettre sur mon bureau aujourd'hui et puis je vais prendre un carnet, un crayon et puis je vais commencer à me gratter la tête. Je savais que ça ne pourrait pas se passer comme ça. Et en effet, les années sont passées et quelques décennies sont passées. Et un matin, je me suis levée. Et toi, tu sais que ça s'est passé comme ça. Et un matin, je me suis levée, je me suis dit, d'accord, on m'a montré. J'ai vraiment eu le sentiment qu'on m'a montré. On m'a dit, voilà, le moment est venu et c'est comme ça, comme ça, comme ça qu'il va falloir que tu agences les choses. Et en fait, tu as tout dans tes mains pour. Et donc, je me suis levée, j'ai pris mon petit carnet, j'ai pris un petit stylo à l'ancienne et j'ai commencé à écrire. Voilà, j'ai commencé à écrire et tout est apparu comme une évidence. Je n'ai réfléchi à rien. Les choses, pour répondre à ta question, se sont agencées toutes seules. Bon, évidemment, bon, là, on va le dire, mais c'est
C'est pas des chapitres, voilà, c'est donc des portes. La première chose que j'ai écrit, ça a été ça, ça a été porte 1. Et j'ai pas réfléchi à ce mot-là. C'était pour moi, c'était le mot à utiliser. À aucun moment, je me suis posé la question de dire alors je vais faire des chapitres. Non, j'ai pris vraiment mon cahier et j'ai écrit porte 1. Et j'ai commencé à écrire et tout s'est déroulé. Alors attention, hein, ça ne s'est pas fait en 24 heures non plus. Mais les choses se sont déroulées, les choses sont venues à moi et je savais ce qu'il fallait que je fasse. Donc je l'ai fait, bon an, mal an, avec beaucoup de doutes, avec de la douleur, quand même. Mais j'ai mené à bout ce projet-là. Et une fois que j'ai eu terminé, je me suis dit, très bien, tu l'as fait, mais tu vas pas le montrer. C'est pas possible. C'est pas possible de montrer tout ça. Et puis j'ai réalisé qu'en effet, ça allait être mon premier guérisseur. Et en fait, je me suis dit, bon, très bien, donc tu l'as fait, tu vas aller au bout, tu vas le matérialiser. Donc voilà, on parle de matière. Tu vas le matérialiser, tu vas le mettre en forme. Et puis tu vas avoir le courage de le livrer. Alors le courage, c'est pas tant pour les gens qui ne me connaissent pas, mais c'est évidemment pour les gens qui me connaissent, puisque c'est quand même un livre qui est plein d'émotions, plein d'intimité, plein de choses partagées avec certaines personnes. Et j'ai quand même bien conscience que c'est pas forcément simple pour des gens proches de moi de m'entendre dire, ou en tout cas de me lire dire des choses comme ça, aussi intimes, en l'occurrence à des femmes, mais ça aurait pu être des hommes, peu importe, et de vibrer l'amour comme ça avec voilà, avec des femmes que j'ai plus ou moins connues, mais en tout cas de l'assumer. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il n'y a eu que des femmes, je ne sais pas. Est-ce que ça a été une coïncidence, pas une coïncidence? Est-ce qu'effectivement, c'est ce qu'on m'a envoyé? Parce qu'en effet, j'avais très probablement un féminin à guérir. Donc je pense que si ça n'est que des femmes qui sont intervenues à ce moment-là, c'est pas pour rien. Parce qu'effectivement, cette guérison passée par le féminin, et probablement que toute cette découverte de moi, s'il y avait eu un aspect masculin à l'intérieur, n'aurait pas été le même. Voilà, c'est possible. Merci. Écoute, on va décortiquer des petits passages parce que tu m'as autorisé à aller un petit peu fouiller dans des passages qui, moi, m'ont beaucoup marqué, mais comme je disais en début de live, qui ont aussi fait écho chez plusieurs lecteurs et t'ont fait pas mal de retours où ils se sont retrouvés justement parce que tu as quand même aussi eu l'audace, j'ai envie de dire, pardon, les couilles de te mettre à nu. Et c'est extrêmement courageux et il faut s'emparer de beaucoup d'humilité aussi pour faire cet exercice de style. Et tu commences assez fort, tu dis merci à tous mes passeurs, passés, présents, à venir et irrémédiablement à mes côtés. C'est quoi un passeur? C'est quoi un passeur? Ben, pour moi, un passeur, c'est quelqu'un qui te permet d'accéder à un autre bout de toi. Voilà. C'est surtout pas quelqu'un qui te montre un chemin. Ça, c'est un gourou. Hein. Quelqu'un qui te montre un chemin, pour moi, c'est un gourou. En revanche, quelqu'un qui t'ouvre la porte à une multitude de chemins en te laissant choisir le tien. Voilà, c'est effectivement un passeur. C'est quelqu'un qui va pas décider pour toi, qui va juste te faire entrevoir, pardon, une multitude de possibilités et qui, bien évidemment, va te laisser le choix de choisir la voie de droite, de gauche ou la voie du milieu. Donc pour moi, c'est ça. Et donc oui, c'est quelqu'un qui, je ne vais même pas utiliser le mot aider, qui va éclairer, qui va ouvrir quelque chose en toi pour essayer de toi-même aller ailleurs. Parce qu'en fait, toute cette histoire et toutes ces rencontres, la chance que j'ai eue, c'est vraiment une chance. J'ai eu énormément de chance de rencontrer bon, en l'occurrence des femmes, mais peu importe, qui m'ont rien imposé, qui m'ont pas donné de marche à suivre. Et au contraire, hein, il y en a même qui m'ont dit, il va falloir que tu te démerdes toute seule, hein, ma petite. Hein. Mais et ça, c'est très appréciable parce que je pense que ça peut être le danger, en effet, quand on rentre dans un chemin comme ça. Finalement, de se laisser prendre par la main par quelqu'un, se faire emmener sur un chemin. Et en fait, si on nous emmène sur un chemin, comment on peut savoir si c'est le nôtre? Et on ne doit surtout pas emprunter le chemin de quelqu'un d'autre.
Et j'ai eu la chance de n'avoir eu aucune de ces rencontres n'a voulu m'emmener sur son chemin à elle. Elles m'ont juste simplement guidée, mais voilà, il a fallu que je choisisse et que je me débrouille par moi-même. Donc voilà, donc en effet, un passeur, bah, pour moi c'est ça. C'est quelqu'un qui te montre, qui t'ouvre quelque chose à toi de choisir, mais qui te dit Voilà, surtout pas où aller, quoi. te laisse dans ton libre arbitre et qui est là justement pour te donner une direction si tant est tu as envie de la prendre. Et puis tu dis, au fil du temps, je commence à me transformer. Pourquoi je n'obtiens pas de réponse? Mon mental est encore bien trop présent. Est-ce que tu laisses entendre que les réponses que tu attends ne sont pas dans ton mental? Mais justement, en fait, comme je suis à ce moment-là du livre, comme je suis encore énormément dans le mental, il ne peut pas m'arriver grand-chose. Je continue de vouloir tout contrôler, mon corps et ma tête. Et là, effectivement, donc c'est que le début hein, de ce chemin. C'est aussi, mais néanmoins, lui aussi, je le remercie, mon petit mental. Mon petit Mars Centauro, je vais le remercier aussi parce que si j'avais pas eu ce mental-là, peut-être que je n'aurais pas eu le courage de m'accrocher pendant autant de temps. Et grâce à ce courage-là, j'ai fini par réussir finalement à en effet accéder à ce fameux alors, lâcher prise entre guillemets, en tout cas lâcher mental, on va dire ça plutôt. Salut Marine. Donc voilà, donc je remercie mon ego pour ce qu'il a fait à ce moment-là. C'est vraiment lui qui m'a permis finalement qui finalement a permis de servir Ben, en tout cas, mental ensuite. tu l'as utilisé pour des bonnes choses. C'est-à-dire, il n'est pas venu te couper ton évolution. À ce moment-là, tu t'en es servi pour mettre une impulse sur ton processus d'évolution. Je voulais parler dans ton livre, toujours, on parle des bains de gong et de la méditation. Il y a un petit chapitre qui m'a beaucoup marqué où tu dis mes projections sont multiples, de plus en plus rapides, de plus en plus profondes, de plus en plus puissantes, tout comme la douleur qui commence à me mener vers mon moi. Et tu finis en disant le changement devient palpable. Ce ne sont plus de simples lumières que je perçois, mais le sentiment de m'être trouvé et surtout de ne plus vouloir m'abandonner. Oui. Est-ce que ça signifie que jusqu'ici, tu t'étais oublié et que tu t'autorises enfin à vivre? Mais oui, mais jusqu'ici, mais pas depuis le début de ce chemin. Non, je parle de... Voilà, depuis mon incarnation, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, et j'ai mis du temps, mais ça aussi, ça fait partie du chemin, en fait. J'ai mis du temps à me dire, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, en fait, pendant longtemps, je pensais qu'on m'avait pas autorisé. Et puis, j'ai fini par comprendre que je ne m'étais pas autorisée. Personne ne m'a rien demandé, hein, une fois encore, on en a parlé tout à l'heure, mais personne ne m'a rien demandé. Je pense que j'en étais pas capable pour de multiples raisons, et puis peu importe, le moment n'était pas venu pour moi. Et en effet, grâce à toutes ces méditations, ce que je disais, en fait, ces projections, elles ont commencé à être vraiment très puissantes pour moi, pas tant sur la force de ce que je pouvais voir, mais quand j'ai commencé à me voir moi-même, à me prendre moi-même dans les bras et donc à me rencontrer moi, là, effectivement, je me suis dit, très bien, donc tu vas y retourner tous les soirs parce que maintenant que tu t'es trouvée, ma cocotte, tu vas plus te laisser. Et en effet, à partir de ce moment-là, j'ai décidé. Oui, j'ai souhaité. Oui, c'est toi qui as décidé. Voilà, j'ai décidé que, voilà, maintenant c'était moi, je m'étais rencontrée, pas forcément comprise, hein, mais je m'étais rencontrée et je voulais pas m'abandonner parce qu'en fait, moi qui ai été assez solitaire, jeune, j'étais plutôt solitaire, mais plus parce que je vivais très bien avec l'extérieur, attention, hein, je suis eu plein de copains, tout ça, c'est pas le sujet, mais je me sentais incomprise, je me sentais. Puis je suis balance, hein, donc c'est un peu compliqué. Voilà, beaucoup de choses qui étaient compliquées pour moi. Et donc j'avais besoin de solitude, mais je vivais mal cette solitude, en fait. À la fois, j'en avais besoin, mais je la vivais mal. Alors qu'en fait, là, c'est vrai que j'ai fini par. J'interagis tout autant avec les autres, encore plus, évidemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je pars en méditation, c'est pour être seule et que je ne suis jamais moins seule que quand je suis avec moi-même. Et donc, je ne veux plus m'abandonner. Et donc, je prends soin de moi tous les soirs et je vais me retrouver tous les soirs. Et justement, alors, on va rester, parce que j'ai encore d'autres passages à traverser avec toi.
Mais comme on est sur le passage des bains de gong et de la méditation, euh, est-ce que cet éveil justement spirituel à travers tout ça, ces expériences, il y a un moment donné où tes sens sont venus se décupler, c'est-à-dire que les saveurs, les couleurs, les vibrations, la musique a changé de résonance? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont éveillées? Je ne parle pas que quand tu es en exercice de méditation, je parle surtout dans la vie de tous les jours. Oui, complètement. Complètement. D'abord, l'instinct s'est énormément développé. La créativité, énormément. L'énergie, au sens large du terme. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que je ressens beaucoup l'énergie des gens, mais au-delà de ça, je ressens beaucoup d'énergie dans mes mains. Euh, Quasiment tout le temps. Alors, je ne sais pas encore trop quoi en faire. J'ai écrit un livre, c'est déjà pas mal. Mais oui, oui. Et puis surtout l'instinct, la télépathie, parce qu'on en a parlé un petit peu. Et puis la capacité à faire des choix, la capacité à dire non ou à dire oui. Peu importe, le sujet n'est pas forcément de dire oui ou non, mais en tout cas, la capacité à, je ne vais pas dire trancher parce que c'est un mot qui est vraiment très vif et péjoratif, mais Aligné avec toi-même, en fait, tout simplement. voilà, à faire des choix qui me correspondent et qui sont évidents. Et je suis plus dans la réflexion de la balance qui dit attends, lui il veut ça, qu'est-ce que je vais dire pour être gentil avec tout le monde, qu'est-ce qui va faire plaisir à celui-là, non, en fait non, c'est plus ça aujourd'hui et tout ça mais avec beaucoup de douceur, avec énormément de douceur. Là, on n'est pas dans une espèce d'affirmation violente, on est vraiment dans une douceur et dans une compassion de l'autre, toujours, bien sûr, mais avec aujourd'hui, avant tout, la prise en compte de soi-même et de ce qui est bien pour moi. Tu te Voilà. choisis toi d'abord. Oui. Et tu dis tout est là, tout a toujours été là. Il Mm. suffisait de se regarder bien en face, de l'accepter, d'accepter de transmuter et de s'affronter pour mieux se rencontrer, s'aimer et devenir qui l'on est vraiment. Quand tu dis tout a toujours été là, est-ce qu'on est sur un lever de voile de l'illusion que tu avais peut-être avant? Est-ce que tu prends conscience que tu es en train d'ouvrir les yeux véritablement? Mais tout a toujours été là parce qu'en fait, voilà, parce qu'en fait, une fois encore, personne ne m'a jamais rien interdit, donc tout était déjà en moi. C'est moi qui ne le voyais pas, ou qui ne voulais pas le voir, ou qui ne l'assumais pas. Donc effectivement, partir à la rencontre de soi, donc qui passe vraiment par cette... c'est vraiment l'image, pour moi, qui... En tout cas, c'est mon image, qui est vraiment la descente dans la caverne pour aller se retrouver. C'est finalement juste pour aller se rechercher et se dire, mais tu vois, t'es là, mais tu as toujours été là. Va te chercher. Maintenant, fais face. Fais face au fait que personne t'a jamais dit non. Fais face au fait que tu as des dons. Fais face au fait que tu es capable. Fais face au fait que tu ne renvoies aux autres que l'image que toi, tu veux bien renvoyer. Et c'est toi qui penses que les autres te voient d'une certaine façon, mais tu ne peux pas penser à la place des autres. Voilà. Donc, va te regarder, assume qui tu es, accepte-le, si tant est que tu y arrives et si tant est que ça te convienne. Et puis, si en plus tu peux en ressortir en t'aimant. Donc, voilà. Mais je pense qu'effectivement, je pense ça aujourd'hui, hein, c'est vraiment légitimer des incapacités que de les reporter sur les autres. Donc, en effet, tout est Oui, là. Et il suffit d'aller se regarder. Il suffit d'aller, enfin, il suffit, c'est pas si simple que ça, mais essayer d'aller se regarder, essayer d'aller se déplucher, essayer de se dire, très bien, donc, tu es ça, assume-le. T'as mal, assume-le. T'as peur, assume-le. Parce que là, je ne suis pas en train de dire ouais, mais tout va bien dans ta vie, en fait, c'est quoi ton problème? Non, descendre et assumer, c'est aussi dire ben, j'ai mal quand on me fait ça. oui, et puis c'est surtout Très bien, bah, t'as mal. Donc, ne rejette pas, t'as mal. Donc, éprouve-le, vis-le, accueille-le, essaye de le traverser. T'as mal, t'as mal. Arrête de te faire croire que t'as pas mal. Arrête de te faire croire que c'est pas douloureux. Arrête de te faire croire que t'es forte. Arrête de te faire croire que t'as besoin de personne. Arrête de te faire croire que c'est tout faillant dans ta vie. Ben non, t'es pas bien, t'es pas bien. Tu veux chialer, va chialer. T'as mal. Après, va chercher pourquoi ça te fait mal. Qu'est-ce que ça vient toucher en toi pour qu'à ce point-là, tu aies mal? Ou pour qu'à ce point-là, tu sois douleur? Ou pour qu'à ce point-là, tu sois heureuse? Mais va le regarder. Voilà.
Va le regarder et surtout, ça demande à, parce qu'on parlait d'hypersensibilité, ça me fait écho tout de suite, on parlait d'hypersensibilité en début de live, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui s'ignorent et qui se coupent de leurs émotions, qui mettent un petit peu le bouton sur off. Et c'est vrai que quand on se coupe de ces émotions, d'ailleurs en psychologie, ça s'appelle le mécanisme du faux self. Donc si ça intéresse ceux qui se coupent des émotions, vous pouvez très bien aller le voir. Mais là, justement, toi, en tant qu'hypersensible, tu es allé rencontrer, tu es allé te dire, bon, bah ok, d'accord, je pleure, je pars à l'aventure, mais je veux savoir pourquoi je pleure, je veux pas reporter ça sur l'autre, tout vient de moi, donc de toute façon, il faut que j'aille vraiment rencontrer ce pourquoi je pleure, aller à la racine, alors que ça peut venir d'il y a 10 ans, ça peut venir d'hier, ça peut venir de demain. En tout cas, si c'est un schéma répétitif, c'est que ça fait quand même longtemps que tu te le traînes, ce sac à dos rempli de cailloux. Donc, il faut avoir du courage et être conscient à un moment donné dans ce processus de déconstruction. Il faut y aller en conscience. Parce que quand tu es dans le déni et que tu te dis, bon, je rejette, je suis dans le déni, je suis dans le déni, je suis dans le déni, tu ne peux pas faire tomber les masques, en fait. Mais tu vas pas, mais je pense que tu vas pas en fait. Quand tu es dans le déni, tu vas y aller une fois, deux fois, et puis tu vas te dire bon, allez, ça y est, c'est bon. Donc en fait, tu vas pas. Et si tu continues d'y aller, je pense, hein, si tu continues d'y aller, même si pour autant c'est compliqué à vivre, à accepter, à déconstruire, mais si tu continues d'y aller, c'est que tu sais bien, que tu acceptes qu'il y a des choses à aller cleaner, aller fine-tuner. Exactement. Exactement, parce que je pense que franchement, je pense que ça n'amuse personne hein, de se dire allez, tiens, allez, je vais rentrer en médite, allez, je vais aller me faire 18 mois de chialade, puis ça va être bien. Bah non, en fait. Oui, c'est vrai, ça amuse personne, c'est un travail qui est très très douloureux, très très dur, mais c'est un travail aussi de libération de soi. C'est un travail qui permet à ce que tu te libères et que tu t'aimes à nouveau. Et pour mieux aimer l'autre, puisque comme on a parlé d'amour tout à l'heure, on a compris cette vision, ce regard sur l'autre et sur toi qui est d'autant plus pur, d'autant plus en unicité et avec beaucoup de respect et sans poser d'attente, comme tu le disais. Mais pour ça, il faut effectivement ne pas, en vase communicant, faire cette espèce de jeu d'effet miroir où tu te sers de l'autre, conscient ou inconscient, pour aller voir ce que ça vient créer chez toi. Parce qu'au départ, c'est ça la vie, l'expérience de la vie, dans l'émotionnel, l'expérience aussi spirituelle, c'est se renvoyer en ping-pong, ce que ça vient résonner en soi. Et à un moment donné, tu peux plus faire ça avec les gens. À un moment donné, il faut que tu prennes toi et que tu te dises, bon, de toute façon, je vais aller l'explorer tout seul parce que les autres, j'en ai plus besoin, ils me servent plus, je veux pas leur faire subir ça, je n'ai pas envie qu'ils me fassent subir ça, je prends mes responsabilités et je le fais moi perso. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est pas eux qui vont être capables de régler tes problèmes. Voilà. Ils sont pas là pour ça. Éventuellement, ils vont te les renvoyer, éventuellement, ils vont te les amplifier, éventuellement, ils vont mettre un pansement. Bon, oui, mais ça reviendra. Pour les plus empathiques, mais voilà. Mais personne peut régler tes douleurs. Personne. C'est ce que je dis un petit peu, en fait. Personne peut déconstruire à ta place. Voilà, exactement. À partir du moment où tu rentres dans la déconstruction, alors oui, tu vas avoir des béquilles sur ce chemin. Et elles sont indispensables, ces béquilles. Mais ta déconstruction ne peut pas reposer sur ces béquilles. Parce que le jour où tu n'as plus la béquille, ça ne marche plus. Donc, c'est une aide. C'est un stop pour souffler un peu. Pour se dire, voilà, là, ça y est, j'en peux plus. Est-ce que je peux avoir une pause, s'il vous plaît? Et là, effectivement, si tu as la chance d'avoir des béquilles. Merci pour ce 18h18. Ouais, Hélène. Merci, Hélène. Alors, et tu dis, il y a une dernière phrase qui est un petit chapitre important. Tu dis, je ne souhaite plus répondre aux injonctions avec lesquelles je ne suis plus d'accord. J'ai ôté mes étiquettes. Ma transformation inquiète. Mon entourage a peur de ne plus me reconnaître. Tout retour en arrière est impossible. Désormais, je suis là où je dois être, là où j'ai toujours été, même si pour un temps, je l'avais oublié. Alors, c'est intéressant qu'on parle de ça justement sur l'effet miroir. Ton entourage à ce moment-là te reconnaît plus parce qu'en fait, tu es en train de te transformer. Tu comprends finalement que ce ne sont pas tes peurs, mais c'est des peurs qui leur appartiennent. Comment tu deals avec ça? Comment je deal avec ça? Comment je deal avec ça? Bon, plusieurs choses. Bon.
Évidemment, quand on change, en fait, on ne change pas, hein, on se reconnecte à soi-même. Mais évidemment, pour l'entourage, ça crée quand même un petit électrochoc. J'ai quand même essayé de beaucoup préserver mon entourage. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Ça crée un petit électrochoc parce qu'en effet, quand en fait l'autre ou les autres ne te retrouvent plus là où ils ont l'habitude de te trouver, ou quand ils ne retrouvent plus les réactions que tu as l'habitude d'avoir face à certains événements. Là, ils se disent, c'est curieux, mais normalement, tu n'es pas contente quand il y a ça. Normalement, tu es en colère, normalement, tu t'énerves, normalement, tu cries, normalement, tu pleures, normalement, tu... Ben alors, vas-y, crie, pleure, mets-toi en colère. Ben non, en fait. Non, mais c'est pas toi. Ben si. Enfin, maintenant, en tout cas, c'est moi. Donc, effectivement, oui, ce qui n'est pas simple à gérer, c'est qu'à la fois, l'entourage est évidemment très heureux. Enfin, moi, mon entourage a été très heureux pour moi parce que ça a libéré beaucoup de choses. À partir du moment où je me suis sentie mieux avec moi-même, j'ai forcément été voilà, aussi mieux avec les autres. Donc ça, c'est une évidence. Après, peut-être que la petite crainte, on va dire ça comme ça, c'est de se dire, elle n'est plus là où je l'ai connue, elle n'est plus comme je l'ai connue. Et là, je parle vraiment de l'entourage au sens large. C'est chouette, mais je voudrais bien quand même la ramener quand même. Je voudrais bien la garder là où je l'ai connue. Et là, bah, toi, tu n'es pas d'accord parce que tu n'es pas d'accord pour qu'on te ramène. Donc il y a cette petite dualité qui est de se laisser ramener pour continuer de rassurer l'autre, mais de pas trop se laisser ramener quand même parce que tu veux continuer d'évoluer. Donc tu redescends juste voilà, pour dire pas de problème, je suis toujours là, mais simplement laisse-moi monter parce que je suis là, mais différemment, mais je suis là. Donc il y a quand même ce jeu de dire je claque pas la porte à tout le monde, hein. Donc c'est pas forcément simple de se considérer soi et en effet de ne pas fermer la porte à l'autre. Même si j'avoue que pendant un certain temps, j'ai dû fermer la porte parce qu'en fait j'avais besoin d'être véritablement seule pour vivre cette expérience et je pouvais laisser rentrer personne avec moi. Donc ça n'a pas été simple pour l'entourage, ça n'a pas été simple du tout, je le sais. Je m'en excuse, mais quand j'ai commencé à me sentir un petit peu plus apaisée, alors j'ai réouvert un petit peu les portes. Mais ce jeu de dire, je suis en train de monter, je veux bien rester un petit peu là, en fait, pour vous rassurer, mais soyez gentils. Laissez-moi aussi monter parce que je suis là en vérité. Je suis différemment, mais je suis tellement mieux qu'avec moi que je vais être tellement mieux avec vous aussi. Et justement, il y a une phrase qui dit soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est Gandhi qui nous a offert cette belle phrase. Est-ce que tu as le sentiment qu'en te modifiant, qu'en te changeant, ça a un effet salvateur autour de toi? Est-ce que tu l'as ressenti puisqu'on est forcément venu te dire que de par ton changement, il y a quand même quelque chose dans ton énergie, dans ton aura, dans ce que tu dégages qui change énormément puisque tout le monde t'a dit qu'est-ce qui t'est arrivé. C'est que forcément, quelque part, tu rayonnes autre chose, tu vibres autre chose. Est-ce que tu as le sentiment quand même que dans l'interaction avec les gens, que ce soit tes proches, la famille ou Pierre-Paul Jacques ou le boulanger du coin de la rue, tu as une approche différente et tu as peut-être aussi un effet ricochet sur ton bien-être aujourd'hui? Alors au début non, hein. Au début non, puisqu'en fait au début ça a fait peur. Parce qu'il faut quand même rappeler que tout ça a été très intense, très violent, toi tu le sais. Parce qu'en fait ce dont on est en train de parler, y compris ce livre, hein, et puis voilà, et poser ce livre dans la matière. Si je pars du début on va appeler ça un éveil, bon, je sais pas un autre mot, en tout cas de début de ce chemin, jusqu'à aujourd'hui, là où on est en train de se parler, ça fait même pas un an. Bon, toi, tu sais toutes les expériences par lesquelles je suis passée, donc ça a été quand même très violent, ça a été très intense, ça a été physiquement très compliqué aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais la douleur physique, je parle pas de douleur mentale, hein, mais vraiment la douleur physique, en fait, de réengrammer, reprogrammer des nouveaux schémas, ça passe par laisser partir des anciens schémas, et physiquement, ça donne des choses assez compliquées. Donc moi j'ai eu, tu le sais, voilà, beaucoup de malaise, beaucoup de vertige, j'ai été très malade. Et puis à un moment j'ai compris qu'en fait, en effet, c'était les dernières décennies qu'il fallait que je laisse partir pour accueillir le nouveau. Parce que comme pendant très longtemps j'ai quand même mis
le nouveau sur l'ancien. Donc, ça s'est entassé, entassé, entassé. Puis, à un moment, ben, ça ne pouvait plus. Donc, il a fallu en passer par le corps qui dit stop. Maintenant, tu vas aller tout évacuer, tu vas t'arrêter, tu vas tomber malade. Et puis après, tu t'y remettras. Donc, pour répondre à ta question, non, au début, c'était pas vraiment bien accueilli par l'entourage parce que ça a été violent. Mais effectivement, au fur et à mesure, à partir du moment où j'ai commencé à être beaucoup mieux avec moi-même, il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées. Mon attitude aussi par rapport à eux ont changé. Et puis quand ils ont été rassurés de se dire, bon, ok, t'es juste en train de level up, mais t'es quand même encore là hein, avec nous. Je sais pas si on voit bien, je crois qu'il y a beaucoup de soleil, là, je sais pas. Il y a le soleil dans mais c'est pas mal, ça te D'accord. Après, oui, j'ai vu des changements de gens assez proches. J'en parlerai, enfin, je dirais pas qui, hein, mais ça m'a assez étonnée. Je Ça m'a dirais pas, assez étonnée. je dirais pas qui. Donc en fait, tout le monde se connaît dans ce live. Je dirais pas qui. Je ne vais Non, je dirais pas. Non, parce que là, je parle pas des gens du live. Hein. Non, non, je parle pas des gens du live. Non, je parle pas des gens du live. Mais qu'est-ce que. Ouais, ok. Non, parce que Mais avec la le fille, en temps. fait, ça fait une heure et demie qu'on papote. Ah ouais. Ah bah, bon, bah moi j'ai de la batterie. Bon, mais sinon, on va s'arrêter. Non, 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 Mais non. non, non, mais voilà, oui, tout ça pour dire que ça a pris un petit peu de temps. Mais en effet, après, oui, mon changement a créé en effet du changement chez les autres. De l'apaisement aussi. Du calme, beaucoup de calme, beaucoup plus de calme. Oui, il y a eu beaucoup de tempêtes avant. Oui, Mais une, voilà. une Mais espèce oui, ça a de... changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de relations avec des très très proches. Les formes de relations ont changé. La forme de dialogue aussi a changé. Et puis j'ai changé tout simplement. Donc forcément, j'ai aussi un comportement qui n'est pas du tout le mien. T'es entouré des miens, Vania, Maëlène. Voilà, donc oui, un changement. Tout va bien, on est bien installé, on a l'apéro. On a l'apéro, ok. Ah, je suppose que ça doit quand même faire un petit peu, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pourrais parler des heures comme ça me dérange pas, tu le sais bien. J'avais envie de faire ce petit test sur l'hypersensibilité qu'on avait commencé quand même en intro. J'avais encore deux, trois autres questions, mais je sais pas ce que tu en penses. On peut peut-être continuer aussi. Et puis, je voulais te parler justement, vu qu'on est autour des proches et de la famille, etc., de ces voyages, de ces modifications de soi, de cette prise de conscience que tu as aujourd'hui de ton plein potentiel. Est-ce que tu penses que ce serait une belle phase de transmission pour tes enfants, pour nos enfants, d'ailleurs même pour le système éducatif, hein, parlons à l'échelle mondiale. Est-ce que tu penses que cet éveil, c'est un peu, tu sais, on fait un chemin seul, effectivement, parfois on le fait un peu tard, mais il est jamais trop tard. Mais est-ce que tu penses que si on l'installait un peu plus tôt dans le système éducatif, auprès des enfants à l'école, ça permettrait aussi d'éveiller un peu plus les consciences des gens? Écoute, moi, franchement, mais ça commence un petit peu à arriver. Hein. Moi, alors pas chez mes enfants, mais je commence à voir des écoles où ils commencent à donner des cours de yoga, de sophrologie, de méditation. Et en fait, oui, je trouve que ça serait vraiment chouette. C'est vraiment une piste à explorer. Ça va être une nouvelle théorie. Tiens. Allez, on va faire un nouveau projet. Allez, on va faire... Allez, on va faire un nouveau projet. Bon, Oui, allez, parce qu'en fait, on nous apprend beaucoup de choses, on nous code énormément beaucoup de choses. je vais te On faire nous le code petit la façon de se comporter, la Je vais façon essayer, je vais essayer de brancher l'iPad en même temps pour pas qu'on se loupe. Vas-y. Euh, J'ai envie de te faire le petit test hypersensibilité pour savoir ouais. où on est aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont pris le live un petit peu tard, vous allez le revoir en replay, c'est pas grave, comme ça vous saurez de quoi on a parlé juste avant, parce que ça fait quand même une heure et demie qu'on papote. Hein, donc, j'espère que tu as du champagne au frais parce qu'on en peut. Ouais, il est frais là, il est frais. Je vais te poser des questions sur les atouts des hypersensibles. J'invite tout le monde à participer après, si vous voulez, le test en nous mettant un petit cœur si ça a résonné chez vous. Puisque comme j'expliquais un petit peu plus tard, l'hypersensibilité, un petit peu plus tôt, pardon, l'hypersensibilité ne se ressent pas, ne se traduit pas et ne se gère pas de la même manière. Donc, si ça éveille quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit cœur pour qu'on sache finalement si dans ce monde, peut-être qu'on ressent aussi un petit peu tous les mêmes choses, on ne sait pas, tu vois. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est que tu me répondes plus aujourd'hui, je vais décaler ça, plus aujourd'hui ou encore aujourd'hui. Très bien. T'es prête? Forte empathie. Encore aujourd'hui. Émotion décuplée.
C'est compliqué de répondre là. Attention, je mets des barres. Hein. Non, c'est Toi, tu me compliqué dis parce encore que aujourd'hui. je dirais pas plus aujourd'hui. Je dirais encore aujourd'hui, mais avec un peu plus de maîtrise. C'est-à-dire, moi, la claquettasse, voilà. Oui, un petit peu plus, mais bon, quoique. Intuition. Non, mais quand même un peu plus maîtrisé. Un peu moins le cœur qui chavire comme ça et puis qui coule tout au fond. Donc, je vais te dire que je vais être un peu entre les deux, quoi. Ok. Intuition très développée. Bon, bah ça, tu nous as répondu tout à l'heure. Hein. Ah Intuition. ouais. Plus que jamais. Très sensible aux détails, et là, on pourra même mettre perfectionniste. Oui, Exigeant avec soi. un petit peu moins. Un poil. Un petit poil. Désir d'authenticité. Complètement. Besoin de Complètement. partager. Assurément. Besoin d'isolement. Aussi. Mais oui, parce que, oui, mais Bah, c'est parce toute la que complexité. quand moi je suis isolée, je ne Là. suis pas seule. Donc, oui, mais pas l'isolement. Voilà, je ne veux pas que Non, l'isolement non, soit perçu voilà, dans le sens vraiment négatif du terme. L'isolement, c'est la reconnexion à soi. Donc, tout c'est à pas un fait. isolement en fait. Hein. C'est justement, au contraire, bah, c'est tout sauf un isolement en fait. C'est Mais pour nécessaire. répondre à ta petite question test, oui, Se sent incompris. moins. Moins. S'oublie. Plus. Vulnérable. Oh là là. Moitié-moitié. Sensible à la souffrance de l'autre. C'est Ah, bien sur complètement. l'empathie, hein, mais Ouais, ouais. fragilité identitaire. Non, Peur de décevoir. pas du tout. Fort besoin d'être aimé. Ben, déjà, je m'aime moi. C'est pas mal. J'ai réussi à ça. Mais sinon, oui. Mais avant, c'était indispensable. Indispensable pour me lever le matin. Maintenant, c'est plus le cas. Bah, tu t'aimes suffisamment. Exactement. Grande impatience. Ouais, mais ça, c'est Mars en taureau. Puis je vais te poser une dernière question. Alors, Hein. heureuse? Mais je vais te répondre à ta question avec un tout petit peu plus de subtilité. Ça rebondira au début, là, avec puisqu'on parlait des tests. Et je reviendrai là-dessus pour que ma réponse soit cohérente. Il y en a que ça fait beaucoup rire. Donc voilà, donc il y a quelques jours, j'ai eu un petit test pas très... Et oui, c'est lui, Mars en taureau. Pas très agréable. Pas très agréable. Et si ce test-là m'avait été proposé il y a plusieurs mois, je pense que je ne serais même pas sur ce live aujourd'hui. Hein. Je serais encore en train de pleurer Pleurer? au fond du caniveau. Donc ça faisait 6 mois que je pleure, mais on continue. Hein. Et puis en fait, ben, j'en ai parlé, c'est voilà, juste un petit rappel de ce que j'ai dit au début. Et puis en fait, j'aurais considéré ça comme une épreuve. Et aujourd'hui, je l'ai considéré comme une expérience. Et ça remonte vraiment à voilà, vraiment 2-3 jours ou 4 jours. Et là, je me suis dit, ok, bah finalement, c'est super. Parce que je me rends compte qu'en effet, j'ai évolué parce que ça me fait plus mal. Et j'ai pas du tout envie de pleurer. Et c'est moche. Voilà, le test, il est pas sympa. Mais ça m'empêchera pas d'être heureuse. Donc, pour répondre à ta question, oui, je suis heureuse. Aujourd'hui, je suis heureuse. Merci beaucoup pour Merci à toi. tout ce que tu nous as offert, pour ce moment de... Ben, en fait, voilà, on est désolé, mais effectivement, nous, quand on en discute, ça prend 1 heure et demie. Voilà. Voilà. Ouais, désolée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez fini votre bouteille de rosé, parce que bon, ça fait quand même 1h30, bah nous, on va aller prendre la nôtre. Ouais. Et puis, je pense qu'on va refaire aussi un live dans pas très longtemps, toutes les deux. Peut-être aussi avec un bonus que tu vas nous réserver dans pas très longtemps, tu nous diras. Je te remercie infiniment. Merci pour mon baptême, hein, Marco. Hein. Et Merci surtout, pour mon baptême. mais je suis toujours là pour les baptêmes, moi. Tu sais que j'adore ça.
Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, j'ai passé un super moment avec toi. Je suis très fière de pouvoir être simplement observatrice d'un exemple comme le tien, où tu nous apportes beaucoup de clés d'éveil, où tu as beaucoup de courage, où tu nous permets un petit peu au monde de s'éveiller aussi, puisque comme je le disais en début de live, il y a pas mal de personnes qui t'ont fait des retours et qui se sont reconnues et qui ont osé. C'est un chemin où très peu de personnes osent mettre un pied parce que ça fait peur, et toi tu l'as démystifié, comme ce qu'on fait beaucoup avec Delphine aussi. Et j'aime bien l'idée de se laisser vraiment inspirer par des personnes qui osent, qui ont de l'audace, parce que tu sais ce que je pense des gens audacieux et qui osent. C'est véritablement sexy. On adore ça. Et puis justement, c'est l'aventure, et je pense que ce monde a besoin de ça aujourd'hui, d'oser, de se dire, d'oser se dire je t'aime, parce qu'il y a énormément de je t'aime dans ton livre. On ne l'a pas dit et c'est très important, mais ton livre, c'est une énorme déclaration d'amour Oui. au monde, aux femmes, à toi-même. Et ça, pour ça, merci infiniment, parce que tu nous reconnectes avec ça. Et le fait d'oser le dire et d'oser le clamer fort et de se mettre à nu, c'est un exemple. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'aimer, qui ont peur de se le dire. Et on a tout le live, vous avez 1h30 de live où on a parlé des peurs, hein, donc vous pouvez y retourner. Mais c'est vrai que le monde a un petit peu peur d'aimer, c'est bien dommage. Et toi, tu nous appelles à revibrer cette énergie, à ressentir ce level up et à se laisser porter par ce truc qui vient là et qui te colle à la peau et qui te fait vibrer des pieds à la tête. Merci Mais pour ça. tu sais, je te coupe, mais en fait, je pense que les gens ont peur de dire je t'aime parce qu'ils ne placent pas le mot à sa peut-être qu'ils ne le placent pas à sa juste place, et c'est peut-être pour ça que ça fait autant peur. Et en effet, comme tu l'as dit, ce livre est une vraie déclaration. Et à aucun moment, je me suis dit, mais, enfin si, je me suis dit, mais qu'est-ce que vont penser les gens finalement? C'est qui cette nana qui dit je t'aime comme ça, tout va? Mais Attends, parce que c'est pas. en même temps. On t'a perdu. Non, c'est bon. Mais parce que c'est pas ce je t'aime là, parce que c'est un je t'aime de plus grand. Et donc c'est donc pas un je t'aime de matière. Et en effet, oui, c'est vrai que voilà, il y en a énormément et que j'ai une grande facilité à dire je t'aime. Une grande facilité, c'est quelque chose qui me fait absolument pas peur. Mais parce que moi je le place à un autre niveau. Donc, et effectivement, oui, je pense que ça fait peur à beaucoup de gens parce qu'ils y mettent plein de choses derrière. Ils y mettent plein d'attentes, mais ils y mettent plein de peurs, ils y mettent plein de. Et moi, je n'y mets rien de tout ça. Ah oui, parce que Donc, tu en mets effet, on se pas. rend bien compte dans ce livre qu'à chaque fois que j'ai eu envie de dire à quelqu'un je t'aime, bon, alors en l'occurrence que des femmes, alors il fallait encore plus savoir se dire qu'est-ce qu'ils vont penser. Ben voilà, moi aussi je t'aime, moi aussi je t'aime, Delphine. Voilà, donc effectivement, c'est parce que moi je ne le place pas au même niveau. Mais c'est bon de dire je t'aime. Et c'est encore meilleur quand on te le renvoie après. Et donc Ben, je t'aime. j'ai envie de te dire je t'aime alors, du coup, dans tout ça, merde. Ben oui, moi aussi. On va aller dépousser le champagne. Bon, merci infiniment. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez trouver surtout le livre de Vania sur Vania, elle et moi sur Instagram, et surtout sur ton site internet. C'est quoi ton site internet pour aller choper ton Elle et moi.fr. Elle et moi.fr. Je vous invite à y aller. C'est une grosse claque. Ça éveille le monde. Ça apporte beaucoup d'amour. C'est très inspirant. Ça se lit assez facilement. Et justement, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'amour. Et je pense que ça devrait même être distribué, ça, en fait, ce genre de livre. Ça devrait être distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Voilà, merci beaucoup. Je vous fais plein de Merci bisous. Margot. Et Merci tout le monde. on se dit à très vite, hein, évidemment. Tu sais qu'on n'est pas très loin. Non. Merci à tous. Ciao.